avant chaque passage des candidats, il y a un petit jeu auquel vous allez être invités à participer. Puisque les candidats ne sont pas là juste pour lire un texte qu'ils auraient préparé, ce qui est trop simple. Vous allez être invités avant le passage de chacun des candidats, 2 d'entre vous, nous allons désigner par le hasard le plus absolu, vont donner un mot que les candidats devront inclure dans leur discours au pied levé. Enfin, une fois que les candidats seront passés, disons 2 par 2, pour que la soirée ne soit pas trop longue, Antoine et moi, qui avons l'esprit le plus mal tourné dans le lot des jurys, qui sont des gens sains d'esprit, sauf pour nous 2, nous ferons quelques remarques, bien sûr toujours sous le signe du bon goût, de la bienveillance, de l'élégance, qui sont les marques de cette maison. Du ballet, les grands orateurs de l'histoire. Du ballet, Cicéron, Chrysostome et Paul Bouscasse. Peuple d'HEC, voici venu le crépuscule des idoles. Bouscasse est mort, c'est l'aurore de l'éloquence nouvelle. Ainsi parlaient les candidats. Petit con. Humain, trop humain que de se croire déjà plus grand que les grands. Le jury n'a pas encore dit. Voici l'homme. Ils partirent 40, mais par un prompt écrémage ne se virent plus que 16, et enfin 6. Cependant, il ne doit en rester qu'un. Qui donc sera celui-là? Il devra sortir vainqueur de la guerre de tous contre tous qui s'annonce. Chers auditeurs, dans quelques instants, nos 6 candidats s'entre-déchireront. Vous verrez alors combien le finaliste du concours d'éloquence est un loup pour le finaliste du concours d'éloquence. Certes, chacun a officiellement son sujet, son territoire. Mais ne vous y trompez pas, c'est une monstrueuse mêlée qui se prépare. Chaque mot sera un coup porté aux adversaires. Le flot des paroles se confondra peu à peu avec celui du sang. Un fleuve rouge s'emparera du 206, en gravira les marches, vous enveloppera de sa force. Il vous emportera tour à tour vers les rivages enchanteurs de la plaisanterie, puis dans les eaux fangeuses de l'émotion. Enfin, là de vous balloter, il vous abandonnera, inerte, sonné de ce voyage trop rapide. Que peuvent avoir en commun Ronsard, Shakespeare, Musset et Charles Aznavour? Qu'est-ce qui peut les lier sinon une idée? Une idée ou plutôt un sentiment? Un sentiment violent, universel, intemporel. La tempête amoureuse. Cette inénarrable, cette irrésistible ascension de l'âme. Tomber amoureux, c'est magnifique. C'est ce que l'on essaye de nous faire croire, que tomber amoureux, c'est magnifique. C'est ce que l'on essaye de nous vendre, partout. Au cinéma, dans la presse, à l'opéra, dans les chansons, partout. Tomber amoureux, tomber, comme s'il s'agissait d'une vulgaire chute accidentelle, non prévisible. Comme si le langage lui-même, par sa puissance implicite, et donc malhonnête, tentait de nous faire croire que l'amour est l'échappatoire. Que l'amour est l'aboutissement, que l'amour est l'assaisonnement anarchiste de nos vies si bien rangées. Mes amis, indignons-nous. Combien de temps encore allons-nous croire à cette escroquerie? Combien de temps encore allons-nous croire que l'amour est enfant de bohème? Combien de temps encore allons-nous croire que l'amour est irrésistible et passionnel et irrationnel? Car l'amour n'est pas. L'amour n'a jamais été et ne sera jamais un oiseau rebelle. Peut-être est-il un oiseau, mais alors sachez qu'il est cloué au sol et qu'il a les ailes brisées. L'amour est un oiseau, peut-être, un animal certainement, mais de tout autre type. Il est l'objet de la plus belle des pièces de théâtre. Car si l'amour n'est pas enfant de Bohème, s'il n'est pas enfant de France, d'Italie ou de Navarre, il est bel et bien enfant de la balle. Il est le plus digne produit de l'illusion, de la perfection de la mise en scène. Les fugues sont-elles des préludes?
Bref, j'ai eu mon sujet. Je l'ai pas compris, j'ai relu, toujours pas. J'ai été voir Jimmy Mirand, je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé. Ça m'a rappelé les soirées cuir. Il m'a dit, vous savez Joachim, il n'y a pas de sujet mieux qu'un autre. J'ai compris. Tu sais Joachim, tu as eu le pire sujet. Je sentais qu'il y avait une métaphore musicale. J'ai été voir une fille qui s'y connaissait en musique. J'ai paniqué, j'ai mal formulé, je lui ai demandé les fugues, je lui ai demandé des préludes, je lui ai demandé sont-elles. Elle a cru que je voulais son numéro. Je me suis pris un bâche, moi qui étais venu pour parler de Bach. Bref. J'ai eu un sujet pour lui. Allez, j'y vais, je me lance. Ma victoire, quand le jury la proclamera, n'en sera que plus forte. Nous parlions poésie tout à l'heure. D'autres l'ont dit avant moi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, Corneille. Un autre poète abonde en ce sens et ajoute « Plus le défi est grand, plus la victoire est belle, Booba ». Badois jusqu'au bout, me dit Perrier, et c'est ce que je vais faire. Je suis revigoré, gonflé à l'hélium, et je vais me battre. Pour une fois à HEC, je vais pouvoir réutiliser mes connaissances de prépa. Non, pardon. Pour une fois à HEC, je vais pouvoir utiliser mes connaissances. Alors, fugue. Une fugue en musique est une forme d'écriture contrapuntique exploitant le principe de l'imitation. Merci, on savait. Il existe différentes variétés de fugues, la plus connue étant la fugue de Barbarie. Prélude, on le définira plus tard. Premièrement parce que j'ai la flemme. Ensuite parce que tout le monde sait ce que c'est. Et enfin, parce que c'est la même chose que la fugue que je viens de définir. Imaginez plutôt Bach à sa table de travail. Penché sur sa feuille, il est encore jeune. Il est là, il s'applique. Mi-génie, mi-bémol. L'ado est assis là. Il fait dos à l'ami Rémi. L'ami de la famille. On est encore si tôt le matin. Le soleil est doré. Seul bémol, si bémol, il y a le sol. Jonché de partitions et de stylos, qui fuguent peu mais fuient souvent, et donnent à la pièce une impression de désordre. What a mess! En si mineur, s'exprime la bonne dans un anglais presque parfait. Heureusement pour lui qu'il vit dans un domicile à sol facile à cirer. Je vous vois, cher jury, sceptique, scandalisé, choqué peut-être. Mais quoi, j'espère que je ne vous apprends pas là que les enfants ne naissent pas dans les choux, Bertrand Perrier. Je préfère que vous le sachiez car un homme averti vaut deux. Monsieur Haddock, on est dans l'évocation des personnages que j'ai rencontrés dans mon parcours. Et vous, très clairement, vous êtes probablement pas mon fils caché, mais le fils caché du père Chamali, le curé de ma paroisse. C'est parti. C'est-à-dire que, vous savez, il y a cette rhétorique du curé. Tomber amoureux, c'est magnifique. Car c'est... Et là, il y a quelque chose, c'est le mot amour. Vous voyez, quelqu'un normal dit l'amour. Et là, le
curé que monsieur Haddock, père Haddock, nous dit « c'est l'amour ». Ô Seigneur, tu es grand, tu es beau, tu es haut. Et en fait, je crois, parce qu'il ne faut pas rester sur un échec ce soir, monsieur Haddock, il faut y aller. Et je crois que vous avez vraiment une carrière. Alors, je ne vous encourage pas à rejoindre les églises de France qui sont désertées, mais traversez l'Atlantique. Et là, vous deviendrez cette forme incroyable de prêtres modernes de l'éloquence, c'est-à-dire les pasteurs. Vous savez, ceux qui sont là avec le même costume que monsieur Haddock, avec le même charisme que monsieur Haddock, et qui font « Oh, praise the Lord !» Je vais passer rapidement à monsieur Pinto, car il y a une forme d'injustice, évidemment, puisqu'on donne le sujet le plus intelligent à celui qui est le plus bête. Il faut s'imaginer ce que ça doit être d'être dans la tête de Pinto, vous voyez, c'est un truc très étrange, parce que soit le mec il est seul, soit il a une équipe avec lui, mais il y a un problème, parce que s'il est seul, ça doit être catastrophique, vous voyez, vous lui dites bonjour, il y a 20 000 jeux de mots qui arrivent, il est là, il sait plus, il est perdu, et c'est pour ça qu'il vit un peu seul en fait, monsieur Pinto, et que vous l'aimez tant. Je vais finir en m'appuyant sur monsieur Pinto. Je vais d'abord lui donner un conseil, parce que, monsieur Pinto, vous n'avez absolument rien à faire dans cette école. Je veux dire, sortez et allez voir les gens dehors, vous verrez, ils sont comme vous. Vous serez bien heureux parmi nous, et on va beaucoup s'amuser. Je veux dire qu'il y a deux choses pour lesquelles chacun d'entre vous doit être récompensé. La première, c'est de prendre la parole, parce que c'est très confortable quand on est assis dans son siège. Il y a chez vous des improvisateurs. Donc le père Haddock vient ici nous faire un numéro. Le père Haddock peut avoir un trou de mémoire. C'est un risque énorme qu'il prend quand il vient ici. Il y a notre ami pour lequel j'ai eu des mots durs, ce qui signifie que je n'avais pas grand-chose à dire sur lui. Mais je crois qu'il fait un effort de cœur, un effort d'engagement, avec des bons mots, avec de l'humour, qui doit être salué. C'est pour vous dire que tout ça n'a aucun sens. On se critique, on s'applaudit, on est juste heureux d'être là.